Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Un récent sondage vient de prouver qu'en France, au mois d'août, on enregistre une baisse de 40% de l'activité industrielle. Et notre pays devance de loin dans ce domaine l'Allemagne, l'Angleterre et même l'Italie. Il faut reconnaître qu'en ce mois d'août, on vient d'être fidèle à cette tradition, et non seulement dans le domaine industriel, mais aussi dans la vie économique, sociale et politique. Pourtant, aujourd'hui, se dessine en politique, précisément en politique française, un début d'activité. Ainsi, ce matin, 2 quotidiens régionaux nous rappellent en effet que la rentrée politique ne va pas tarder. Dans la Dépêche de Toulouse, tout d'abord, on a pu lire ce matin une interview de M. Georges Segui qui fixe les objectifs pour septembre et pour les mois à venir. Lutte pour un meilleur pouvoir d'achat et une fiscalité améliorée. M. Georges Segui, par ailleurs, s'il constate pour sa part un échec de la politique gouvernementale sur le plan social, reconnaît par contre que des résultats intéressants ont été obtenus en ce qui concerne la mensualisation. Et puis, ce matin aussi, on peut lire dans le journal Sud-Ouest une interview de M. Jean-Jacques Servan-Schreiber qui relance ainsi, avant la lettre si vous voulez, cette campagne électorale qui doit s'ouvrir à Bordeaux le mois prochain. Vous savez que M. Jacques Chaban-Delmas devrait en principe se présenter à cette élection et M. Jean-Jacques Servan-Schreiber veut opposer au Premier ministre un candidat unique, disons, de l'opposition non communiste. Et l'article de ce matin dans le journal Sud-Ouest avait pour but de préciser la position de M. Jean-Jacques Servan-Schreiber. Alors, Guy Claes, à la lecture de cet article, peut-on dire maintenant que M. Servan-Schreiber a exposé ou vient d'exposer avec précision sa tactique électorale? Oui, M. Servan-Schreiber dit clairement qu'il n'a pas l'intention de désigner lui-même un candidat. Ce qu'il veut, c'est que les dirigeants des partis de l'opposition se mettent d'accord sur un homme et sur une plateforme, sur un programme politique. Et c'est seulement à cette condition que M. Jean-Jacques Servan-Schreiber se lancera dans la campagne électorale en soutenant un candidat à Bordeaux. Car si l'unité de l'opposition, une opposition non communiste à laquelle il ne fixe pas vraiment de limite d'ailleurs, si cette unité n'était pas réalisée, eh bien M. Servan-Schreiber estimerait que cette bataille n'a aucun sens. En somme, M. Servan-Schreiber ne veut pas recommencer exactement comme à Nancy. Non, Bordeaux c'est une autre étape. À Nancy, M. Servan-Schreiber devait s'imposer non seulement face à l'UDR, mais aussi, on peut le dire, face à la plupart des partis de l'opposition. Au fond, au départ, il était assez seul, avec des moyens très importants, certes, mais enfin, il était seul. C'était sa percée individuelle, en quelque sorte. À Bordeaux, il tente autre chose, qui est de réaliser l'union de l'opposition. Il prend d'ailleurs, il faut le dire, beaucoup moins de risques. Si cela réussit, il pourra dire que c'est grâce à son action, mais si l'unité se révèle impossible à réaliser, eh bien, M. Servan-Schreiber n'aura plus qu'à constater qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec les partis, les organisations politiques traditionnelles, et il n'aura pas perdu grand-chose, au moins vis-à-vis de l'opinion publique. Disons que pour l'instant, on n'en est pas encore là. Non, à l'échelon local, à Bordeaux, les dirigeants, les responsables radicaux et socialistes se sont mis d'accord pour dire qu'il faut un candidat unique, mais il faut que cet accord soit approuvé par les organisations nationales, par les dirigeants des partis. Et d'autre part, il y a aussi le Centre démocrate et la Convention des institutions républicaines, les clubs, qui, elle aussi, a déjà un candidat, elle. Donc, vous voyez, la situation n'est pas très claire. Oui, en tout cas, M. Servan-Schreiber, dans son interview au journal Sud-Ouest, dit ou affirme qu'il ne veut pas attaquer personnellement M. Jacques Chaban-Delmas, ce qui paraît quand même un peu paradoxal, étant donné que le Premier ministre sera vraisemblablement candidat à Bordeaux. Oui, mais en fait, à travers le Premier ministre, c'est le Président de la République et l'UDR que vise M. Servan-Schreiber. Il les accuse de faire de l'immobilisme et de faire obstacle à toutes les réformes. Et ce que M. Servan-Schreiber reproche à M. Chaban-Delmas, c'est surtout d'avoir abandonné une partie de ses pouvoirs, de s'être laissé bloquer par le Président de la République. Et à ses yeux, si M. Chaban-Delmas était battu à Bordeaux, eh bien cela signifierait simplement que les électeurs de la Gironde veulent des réformes profondes. Bien, nous serons fixés quand donc débuteront ces élections? Eh bien, la date du premier tour doit être fixée maintenant d'un jour à l'autre, peut-être même aujourd'hui. Si, comme on le pense, l'élection a lieu les 20 et 27 septembre, eh bien, les candidatures devront être déposées avant la fin de ce mois. Donc, dans une dizaine de jours au plus tard, on saura où en sont les projets de M. Servan-Schreiber et s'il se lance à Bordeaux dans une campagne contre M. Chaban-Delmas. Eh bien, merci Guy Claes. Et après cette reprise légère de la politique intérieure française, eh bien, nous retrouvons le dossier le plus important de ce mois d'août, c'est-à-dire cette affaire du Proche-Orient et cette tentative de négociation entre Israël et les pays arabes. Ce matin, on peut se montrer
assez réservé sur la rapidité des négociations. En effet, Israël ne donne toujours pas l'impression de vouloir nommer un envoyé spécial auprès de M. Yaring à l'ONU, et le gouvernement israélien s'obstine à attendre une réponse précise des États-Unis et de l'ONU à propos de cette fameuse plainte ou de ces fameuses plaintes contre l'Égypte, l'Égypte qui, d'après Israël, mettait à profit le cessez-le-feu pour avancer ses fusées dans la zone du canal de Suez, 50 km, la zone défendue. Les États-Unis, de leur côté, font la sourde oreille et ne pensent pour l'instant qu'à faire avancer ou à faire déjà prendre les négociations le plus rapidement possible. Et cette attitude, disons-le, choque profondément le gouvernement israélien, et notamment le ministre des Affaires étrangères, M. Abba Eban, qui, bien qu'il soit diplomate, s'est laissé aller à quelques propos assez pessimistes et désabusés. Hier, en effet, au cours d'une conférence de presse, M. Abba Eban, le ministre des Affaires étrangères d'Israël, connu également pour sa modération, a tenu les propos suivants. Nous espérons réussir à convaincre les États-Unis de la véracité de nos informations concernant les violations par l'Égypte de l'accord sur le cessez-le-feu. Je m'étonne que M. Laird ne voit pas l'importance d'un déplacement des fusées égyptiennes 12 heures avant ou 12 heures après le cessez-le-feu. Je ne sais pas si je suis obtus, mais il me semble bien qu'avant il n'y a pas de violation et après il y a violation. Il est crucial d'étudier nos plaintes dans un esprit de précision absolue. M. Abba Eban a encore précisé que les propos de M. Laird ne pouvaient être considérés comme une réponse officielle des États-Unis aux plaintes d'Israël. Pour le ministre des Affaires étrangères d'Israël, cette réponse sera décisive à la fois pour la poursuite de la mission Jaring et également pour les relations d'Israël avec les États-Unis. Oui, il semble que cette attente, cette situation se prolongera quelques jours encore, puisque l'ambassadeur d'Israël à Washington vient de partir officiellement, du moins en vacances, jusqu'à la fin de la semaine. Proche-Orient toujours, depuis hier, le Liban s'est donné un nouveau président de la République. Il s'agit de M. Soleiman Frangi, mais le nouveau président devrait connaître quelques difficultés intérieures puisqu'il a été élu par l'Assemblée à une voix près, 49 suffrages contre 50. Au Sud-Vietnam et en Indochine, quelques éléments nouveaux aujourd'hui. Tout d'abord, sur le plan politique, le gouvernement de Pékin vient de signer avec le prince Sihanouk un accord prévoyant une aide militaire importante et gratuite surtout pour soutenir les partisans cambodgiens de l'ex-souverain. Et sur le plan militaire, au Sud-Vietnam, le Vietnam du Nord continue à bombarder les positions américaines, tandis qu'au Cambodge, les combats se poursuivent, exception faite pour Phnom Penh, la capitale, où tout est calme. Un calme tout relatif règne en effet depuis quelques jours à Phnom Penh, tout comme d'ailleurs dans les environs de la capitale cambodgienne, où l'activité militaire demeure très faible. Dans une déclaration radiodiffusée, le Premier ministre cambodgien, le général Lon Nol, a annoncé que les troupes régulières cambodgiennes ne tenteraient pas de reprendre les secteurs occupés par les communistes dans le pays avant la fin des opérations aériennes alliées. En attendant, les habitants de Phnom Penh vaquent à leurs occupations habituelles, tandis que les forces régulières et la police renforcent les dispositifs de sécurité et procèdent à un important ratissage des quartiers où les communistes sont supposés s'être infiltrés. Tandis que dans la capitale on reste vigilant, on n'oublie pas, dans les provinces, la dernière récolte de riz. Autre problème pour le gouvernement cambodgien, celui des Sud-Vietnamiens résidant au Cambodge. Ils sont 200 000 à avoir fui le pays depuis le début des hostilités, et nous voyons ici le dernier convoi quittant Phnom Penh pour le Sud-Vietnam. Entassés tant bien que mal sur des navires de la marine sud-vietnamienne, les réfugiés ont reçu chacun un peu de vivres qui leur permettront de subsister pendant la descente du Mekong jusqu'au port fluvial de Vung To au Sud-Vietnam. À Phnom Penh, il reste cependant quelques camps de réfugiés. Déjà, on entreprend de les démanteler car ces camps qui n'avaient pas été prévus pour une occupation provisoire étaient en passe de se transformer en bidonvilles insalubres. En France maintenant. Et tout d'abord, nous venons de recevoir un télégramme de notre station de Rennes, car en Bretagne, on est inquiet. On est inquiet parce que sur toutes les côtes, on prévoit cet après-midi des rafales de vent soufflant entre 30 et 40 nœuds à peu près 80 km/h. Alors, notre station de Rennes et la météo nous demandent donc de vous prévenir, vous qui êtes en Bretagne, ne prenez pas la mer aujourd'hui, vérifiez vos amarrages dans les ports, et si vous n'êtes que de simples baigneurs, eh bien un conseil, n'allez pas voir de trop près cette tempête, car les vents
pourrait atteindre vers 16h ou 17h près de 100 km à l'heure, donc soyez prudents. Le vent d'ailleurs soufflera assez violemment également sur la côte d'Azur. Décidément, ce mois d'août, avouez-le, est bien capricieux cette année avec ses tempêtes, ses canicules et ses records de froid. Mais une autre tempête, une mini-tempête il faut le dire, souffle également près du Lavandou. Et là, il s'agit de cette fameuse affaire de plage privée, car après les incidents qui ont eu lieu, rappelez-vous, sur le domaine du Nonchaloir, eh bien, le ministre de l'Équipement lui-même a demandé que soient abattus d'ici 48 heures les herses et les murs qui barraient depuis la mer l'entrée du domaine au baigneur. Ce qui fait que la propriétaire contre-attaque et en fait, disons-le, chacun attaque chacun. La propriétaire les estivants la propriétaire, et la propriétaire la municipalité qui l'avait autorisé à barrer son domaine. Enfin, de toute façon, si dans 48 heures tout n'est pas réglé, a dit le ministre, eh bien, l'opération anti-barrage aura quand même lieu, et ce, aux frais précisément de la propriétaire. France toujours, c'est à la Bastide-l'Évêque que nous allons nous rendre maintenant. La Bastide-l'Évêque, en Aveyron, une localité que les commerçants et artisans fidèles à M. Pierre Poujade connaissent bien, et on fêtait à la Bastide le 17e anniversaire de la fondation de l'UDCA. Et durant 3 jours, les 14, 15 et 16 août derniers, délaissant leur tiroir caisse et oubliant leurs préoccupations, les commerçants et les artisans, à l'appel de Pierre Poujade, ont donc, au cours de cette kermesse rurale, dansé, pêché, joué au bowling, participé à des concours de balle-trappe ou assisté à des courses d'ânes. À l'ombre des platanes ou au bord du lac, on a quand même parlé de la rentrée, des soucis qu'elle occasionne et des besoins qu'elle engendre. À travers ce vaste rassemblement, le Conseil national de l'Union de défense des commerçants et des artisans a tenu à connaître les opinions de ses militants et à analyser leurs réactions. Et à l'issue d'une réunion, M. Pierre Poujade a confié à Jean-Paul Terré les sujets de préoccupation de ceux qui s'estiment victimes des formes industrielles du commerce. Il y a une véritable agression qui est en train de se développer en France contre les entreprises indépendantes. Et on a connu le développement des grandes surfaces, des mammouths et autres géants, groupes capitalistes qui ont fait beaucoup de mal à nos collègues. Maintenant, nous voyons les usines à pain qui se développent et nous avons un exemple précis à Villefranche-de-Rouergue où les prix sont massacrés, où ces gens vont manger des millions pour crever, n'est-ce pas, les professionnels à qui on offre de rentrer dans le groupe comme salariés ou de partir ailleurs, de mettre la clé sous la porte. Autant de choses, n'est-ce pas, que l'UDCA ne peut pas accepter. Nous voulons mettre le gouvernement en face de ses responsabilités qui sont très grandes, car nous sommes prêts, nous désirons collaborer avec le gouvernement pour remettre de l'ordre dans les circuits de distribution, pour que nous soyons intégrés dans une économie moderne, mais nous n'accepterons jamais pas de laisser nos collègues se faire assassiner, car à quoi serviraient les accords, les bonnes promesses pour l'avenir si dans le présent nous devons disparaître? Les fameux gaz innervants qui doivent être immergés au large des côtes de la Floride aux États-Unis ne sont toujours pas au fond de l'eau car une tempête rend pour l'instant l'opération impossible. Et pendant ce temps, quelque part dans l'Atlantique, on expérimente de nouvelles armes qu'il faudra bien, il faut le souhaiter en tout cas, détruire un jour ou l'autre. En tout cas, voici la toute nouvelle fusée américaine Poséidon tirée hier depuis un sous-marin américain en plongée. Sujet, disons, plus léger maintenant, et qui nous ramène d'ailleurs à ces éternels problèmes de circulation que nous ne sommes pas les seuls à connaître en France. En effet, l'un des plus petits États du monde, celui du Vatican, prend à son tour des mesures charitables, mais draconiennes, à l'égard des automobilistes. Innovation au Vatican, un nouveau code de la route vient d'être publié. Quelques exemples, les amendes pour stationnement abusif sont multipliées par 8. Les peines les plus sévères frappant les conducteurs dans un état d'ébriété. 100 milliards d'amendes et 3 mois de prison. Il est précisé que ce nouveau code sera appliqué non seulement aux touristes, mais également aux prélats eux-mêmes. En tout cas, les caves du Vatican seront de toute façon toujours beaucoup plus grandes que la minuscule petite prison à 3 places, qui est d'ailleurs vide là-bas au Vatican.
Actualité sportive maintenant, ou plutôt disons un léger retour dans le temps. Vous savez que les Français se sont très honorablement comportés au championnat du monde cycliste routier de Leicester. Et c'est la raison pour laquelle nous allons faire connaissance de façon plus précise avec Alain Vasseur et Charles Rouxel, qui ont été les meilleurs Français de ce championnat. Charles Rouxel, on ne vous attendait pas comme meilleur Français à ce championnat du monde. Vous aviez été l'un des derniers sélectionnés. Oui, bien sûr. J'ai su ça très tard, mais je me préparais déjà depuis un moment pour Bordeaux-Paris. Alors j'étais quand même en bonne condition pour effectuer le déplacement à Leicester. Alors, et dans ces derniers kilomètres, vous n'avez vraiment pas pu tenter votre chance? Vous saviez que vous étiez battu au sprint? Vous savez, j'avais fait des efforts avant. Une fois, j'ai cassé une roue, je suis revenu tout seul. Ensuite, mon ami Cyril Guimard a été victime d'une crevaison. Je l'ai attendu encore une fois et nous sommes rentrés assez difficilement. Alors, si bien que je me suis retrouvé devant avec déjà une bonne part de mes réserves parties. Quel âge avez-vous? 22 ans. Ouais, vous êtes du même âge qu'Alain Vasseur, qui a été aussi le deuxième Français. Alain, c'est vous qui avez peut-être fourni le plus d'efforts de tous les coureurs dans ce championnat hier. Bah oui, avec Gilles Mondi marchait très fort également et on s'est trouvé dans l'échappée du début, on a fait 150 km d'échappée et avec le vent ça a été très dur, alors sur la fin il n'y avait plus beaucoup de ressources. Vous en avez même peut-être fait un peu trop, hein. Vous auriez peut-être pu en garder un peu sous la pédale, comme l'on dit. Où j'ai vraiment roulé, c'était avec Gilles Mondi lorsqu'on était à deux, parce que j'avais vraiment une chance, mais quand on se fait rejoindre, après là, pour moi c'était fini quoi. Est-ce que vous vous êtes parlé tous les deux? Est-ce que vous avez essayé de démarrer à tour de rôle? Oh, vous savez, ça roulait tellement vite, on ne s'est pas dit grand-chose. J'ai juste regardé Vasseur pour lui demander si ça allait. J'ai pensé qu'il était bien, alors j'ai voulu essayer de l'amener à l'arrivée pour la victoire. Et il était aussi fatigué que moi, alors On a vu Jean-Pierre Montserrat vous parler à 1,5 km de l'arrivée environ. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oh, il était là, il n'était pas content car on ne voulait plus rouler pour l'arrivée. Il avait peur de se faire rejoindre par Godefroot. On a voulu défendre notre carte jusqu'au bout et ça a raté. France Nespo, un invité et un livre, une série noire comme on les appelle, c'est-à-dire un roman policier, une occasion d'ailleurs de relire peut-être avant la fin de vos vacances. Oui, Jean-Pierre, en réalité, il est très difficile de parler d'un roman policier parce qu'évidemment, nous ne pouvons pas raconter l'histoire. Et je crois qu'il serait injuste de ne pas présenter parmi tous les ouvrages dont nous parlons un roman policier puisque c'est quand même un genre littéraire qui se fait beaucoup et qui se lit beaucoup. Alors, je voudrais demander à Monsieur Signac de nous donner simplement le point de départ de son roman qui se lit comme un film d'ailleurs. Oui, effectivement, un roman policier, on ne peut pas le raconter, on ne peut pas en parler pratiquement. Mais le point de départ, c'est l'histoire d'un chef d'orchestre très célèbre, qui n'a qu'un fils qu'il aime, c'est normal. Et ce fils entreprend la traversée de l'Atlantique sur un monoplan, enfin, il veut refaire l'exploit de Lindbergh. Et il se perd dans la jungle. Et le point de départ, c'est les recherches incessantes de ce fils, que ce vieil homme, le chef d'orchestre, croit vivant. Bon, alors il y a... On peut pas en dire plus parce qu'après... Après, on déflore le sujet. Il y a beaucoup trop de choses. Et puis, il y a une fin qui est absolument incroyable. Moi, je n'avais pas fini le roman, je dois le dire. Tout à l'heure, vous m'avez dit ça et j'étais vraiment très, très, très surprise. D'après les échos que j'ai eus, oui, la fin est assez effarante. Alors, ce que je voudrais vous demander, c'est que quand même, vous, Monsieur Signac, vous avez l'air de quelqu'un d'assez gentil, d'assez tranquille, je dois dire. Je crois, oui. Et en fait, vous avez des gens très, très méchants et qui vraiment, très souvent... Oui, j'aime beaucoup dépeindre des personnages assez très sombres, très noirs. Ce qui ne veut pas dire que dans la vie, c'est tout le contraire, je suis plutôt un père tranquille, vous voyez. Alors finalement, dans une identité à rechercher avec un auteur de roman policier, est-ce qu'il écrit? Je crois que ça, c'est pas la peine. Ah oui, c'est absolument différent, ça, ce qu'un auteur écrit et ce qu'est l'auteur dans la vie, ça c'est... Il y a une chose que je voudrais vous demander, c'est si c'est une règle absolue que le roman policier se termine d'une manière morale. Parce qu'enfin, citons par exemple, je ne sais pas, l'attaque du train postal, il y a quand même des gens qui ont fait ce qu'on appelle des coups énormes et qui courent toujours, qui ont réussi vraiment des hold-up parfaits. Or là, les méchants se font toujours attraper dans les romans policiers. À quoi ça oui, je crois que c'est un tort, moi je suis contre. J'estime que, par exemple, quelqu'un qui accomplit un coup comme le train postal mérite l'impunité, parce que vraiment c'est un effort colossal qui mérite une récompense, en plus de l'argent, donc l'impunité. Et je crois qu'en France, le public, c'est une impression que j'ai, je me trompe peut-être, je crois que le public aime les fins morales, préfère
Alors dans la littérature américaine, vous avez beaucoup de bouquins où les voleurs s'en tirent très bien à la fin, vous voyez, ou les assassins. Et moi, je suis assez contre la fin morale. Vous voyez. C'est peut-être très difficile finalement de donner dans un roman policier presque des recettes de marche à suivre pour réussir un hold-up ou bien une action aussi vilaine que celle qu'entreprennent vos héros, parce qu'ils sont quand même pas très très sympathiques à la fin du mois. Oui, évidemment, ça, ce qui compte, c'est qu'ils intéressent le lecteur, enfin je le souhaite, que l'action aille le plus vite possible, de façon à ce que le lecteur ne s'ennuie pas. Je crois que c'est la règle numéro 1 du policier. Eh ben, du roman d'action. Je crois là, Pierre Signac, que la démarche est réussie, et je rappelle ce roman de la série Noire aux éditions Gallimard par Pierre Signac. Merci France Nespo. Eh bien, une autre série noire, malheureusement, il s'agit de la circulation automobile, bien sûr, et il semble que de plus en plus, à ce propos, on se retourne vers les premiers moyens de locomotion pour se désintoxiquer un peu. N'oublions pas qu'avant l'automobile, précisément, c'est toujours le cheval qui reste la plus noble conquête de l'homme. Et une excellente raison, à notre avis, pour suivre maintenant ces cavaliers que nous retrouvons dans le Massif central. Le plateau de Millevaches, situé aux confins des départements de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze, est devenu un haut lieu touristique pour une centaine d'estivants qui ont tout simplement choisi le cheval pour visiter une région méconnue. Pour tous ces cavaliers et leurs montures venus pour la plupart de la région parisienne, c'est une nouvelle forme de tourisme. Nous sommes loin du confort des hôtels balnéaires et d'un farniente qui est devenu souvent le principe même des vacances. Qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, tous ont un dénominateur commun, l'amour du cheval et d'une nature qui se veut accueillante dans cette région du Limousin. Pendant une semaine entière, partageant en commun les agréments, quelquefois les devoirs de tout bon cavalier, ils sont partis à la découverte d'un Limousin dans ce qu'il a de plus sauvage et d'attachant. L'initiative de ce rassemblement revient à l'Association du tourisme équestre Limousin, qui s'est donné pour but de regrouper actuellement quelques 30 centres hippiques régionaux nouvellement créés dans le cadre de la politique de rénovation rurale menée en Limousin depuis quelques années. Ouvert à tous les cavaliers, qu'ils soient confirmés ou débutants, ce premier rassemblement équestre du plateau de Millevaches a été en fait un ballon d'essai quant à l'avenir du tourisme équestre en France. Expérience réussie puisque cette semaine a permis aux cavaliers de donner le meilleur d'eux-mêmes, et cela dans un climat d'amitié et de bonne humeur. Randonnée sous forme de rallye pepper ou randonnée sous forme de concours d'orientation, c'est un tourisme qui laisse l'homme en contact avec la nature. C'est aussi cette liberté que chaque individu recherche au fond de lui-même. Toute cette région du Limousin a répondu aux vœux les plus chers des responsables de cette semaine équestre, puisque toutes les municipalités ou les syndicats d'initiative ont spontanément apporté leur concours à la réalisation de ce projet. Des conférences, des débats, des veillées détente devant un feu de camp
ont favorisé les contacts entre ces adeptes du tourisme équestre et une population ouverte aux impératifs d'une économie en pleine évolution et désireuse de jouer une nouvelle carte, celle du tourisme. Voilà, bien il est encore temps, même à titre individuel, car l'automne est vraiment très beau en Limousin. C'est non loin de Cahors maintenant, par des chemins cavaliers ou non, que nous allons nous rendre. En effet, à Cahors, chaque année, depuis leur mariage, se retrouve dans leur domaine la famille des Montpezat. Le prince de Montpezat est, je vous le rappelle, l'époux de la princesse héritière du Danemark. Vient d'arriver pour quelques jours de vacances la famille princière de Danemark. La princesse héritière Margrethe et son époux, le prince Henrik de Montpezat pour l'état civil français, sont accompagnés de leurs deux jeunes enfants, Frédéric, âgé de 2 ans et demi, que voici, et Joachim, qui a tout juste 1 an. Dans une mini-piscine installée sur la terre de leurs ancêtres paternels, les jeunes Danois ne se sont sentis nullement dépaysés. Vacances paisibles, simples et souriantes, vacances lotoises qui dureront une dizaine de jours, après quoi le couple princier séjournera sur la Côte d'Azur, dans la région de Nice. Voilà, fin donc de la rubrique vacances. Et maintenant, eh bien, nous nous retournons vers la Bourse de Paris où nous attend, comme à l'accoutumée, Gérard Vidalanche.